Je m'appelle Maxence Walbrou et je suis coach professionnel et facilitateur graphique. Ça veut dire que j'utilise le dessin et le fait de poser des questions pour aider des personnes à trouver des solutions à leurs problèmes. Ce chiffre, c'est un chiffre qui est sorti l'année dernière et qui dit que, en gros, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc concrètement, si on regarde le problème de l'autre côté, ça veut dire que 85% des emplois qui existent aujourd'hui vont disparaître. Donc j'espère que le vôtre, il va rester, déjà. Mais si jamais vous avez envie de changer de boulot ou si vous faites partie des 85% qui vont évoluer, j'aimerais vous partager ce soir 5 questions qui m'ont permis personnellement de changer de métier plusieurs fois ces 10 dernières années et qui, j'espère, pourront vous donner des idées sur qui vous avez envie de devenir et comment vous pouvez faire pour ça. Donc je commence avec un petit disclaimer. Je vais vous parler de ce que j'ai décidé de faire dans ma vie. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. D'ailleurs, je vous encourage à ne surtout pas le faire parce que en fonction des conditions qu'on a quand on démarre, des opportunités, des chances et des rencontres, on n'a pas les mêmes résultats. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est que quand on lit la biographie de Steve Jobs, on a l'impression qu'il faut faire tout comme lui pour réussir. Sauf que peut-être que Steve Jobs était une exception statistique et qu'on ne parle pas de tous les autres en bas qui se sont plantés en faisant exactement la même chose. Donc ne faites pas ce que j'ai fait. Par contre, réfléchissez aux questions que je vais vous poser, ça peut éventuellement vous être utile. Ceci étant dit, je commence avec le démarrage. J'ai une maman qui m'a souvent dit quand j'étais petit, travaille bien à l'école si tu veux avoir un bon métier plus tard. Donc du coup, j'ai écouté, j'étais assez sage et de la maternelle au lycée, j'ai essayé de bien travailler à l'école, de faire mes devoirs comme il fallait, d'avoir des bonnes notes. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Par contre, je savais que si je voulais faire ce que je voulais faire plus tard, que je ne savais pas, il fallait que je travaille bien à l'école. Donc j'ai appliqué bêtement le travail bien à l'école jusqu'au lycée. Au lycée, on m'a dit il faut que tu choisisses entre ES, S et L. Je pouvais faire S, il paraît que c'était ce qui permettait d'avoir le plus large choix de métier. Donc j'ai fait S, mais je ne savais pas ce que j'allais faire après. J'ai terminé S, on m'a dit t'as un bon dossier, essaie d'aller en prépa, de faire une école d'ingénieur. Du coup j'ai été dans une école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Et là je me disais ça y est, enfin je vais pouvoir décider quel métier je vais faire plus tard. Non, il fallait faire les maths, la physique, cocher toutes les cases, avoir des bonnes notes, toujours passer à l'année suivante, sans forcément savoir où est-ce que j'allais atterrir. Et je suis arrivé comme ça en 4e année d'école, à me dire je sais toujours pas ce que je veux faire. Et là j'ai eu la chance, j'ai été pris de passion par l'informatique. Il y en avait qui continuaient à prendre leurs cours, à aller en cours. Moi, je séchais les amphis et je développais la moitié de la nuit des jeux vidéo ou mes premières interfaces graphiques. Bref, je suis arrivé à la fin de mes études. J'ai cherché un stage dans ce que j'aimais faire, c'est-à-dire le développement informatique. Et je suis arrivé à Paris, dans une boîte qui s'appelle Octo Technologies. Et mon sujet de stage à l'époque, c'était de vérifier qu'un obscur OS qui s'appelait Android avait potentiellement de l'avenir. Je crois que vous avez vaguement un indice de ce qui s'est passé ensuite. Donc je suis arrivé dans cette entreprise et j'ai commencé à m'installer dans ma vie parisienne avec le boulot, le métro, le dodo. Tout était parfait. J'adorais ce qu'on faisait parce que je découvrais plein de choses sur l'informatique, sur comment réaliser des apps. Je trouvais ça hyper excitant de voir directement le résultat de ce que je faisais. Bref, j'étais aux anges. En plus, je m'entendais bien avec mes collègues. Donc vraiment, c'était le top pour ça. Et un jour, j'ai raconté ça, ouais c'est top, on est sur tel projet à un collègue et il me dit c'est cool, t'as l'air vraiment passionné, mais j'ai une question pour toi. Et là, il m'a posé la première question qui a commencé à me faire vriller. Cette question, c'est est-ce que tu te réalises vraiment dans ce que tu fais ? Je suis resté un peu qu'est-ce que ça veut dire, se réaliser ? Parce que c'est génial, j'apprends des choses et tout, mais est-ce que je me réalise ? Aucune idée. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur ce que peut être la réalisation de soi. Et je dirais qu'il y a 5 grands critères qui peuvent permettre de voir si on se réalise dans ce qu'on fait. Le premier critère, c'est est-ce que ce que vous réalisez est un challenge qui est adapté à vos compétences ? Challenge dans le sens, est-ce que c'est excitant ce que vous faites ? Et adapté, est-ce que vous avez les compétences pour faire ce que vous faites ? Si vous êtes dans un challenge qui vous dépasse, potentiellement vous n'allez pas forcément vous réaliser.
Le deuxième critère que je verrai, c'est l'intérêt à droite que vous pouvez avoir sur le sujet. Est-ce que ça vous intéresse simplement ce que vous faites? Troisième critère, est-ce que c'est utile en fait ce que vous faites? Est-ce que le résultat sert à quelque chose, que ce soit pour vous, pour la société, pour des gens, pour le bureau d'à côté? Et quatrième critère, est-ce que vous avez un feedback direct de ce que vous faites? En gros, quand vous avez terminé votre travail, est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble? J'avais la chance à cette époque de faire des applications mobiles, et c'est vrai que comparé à d'autres potes de promo qui sont sortis, qui travaillaient sur des sites ou des back-office, des choses qui n'étaient pas visibles, moi je pouvais dire, tu veux voir ce que je fais en ce moment, télécharge l'appli, regarde, c'est moi qui ai fait cet écran-là. C'était génial pour ça. Dernier critère, c'est est-ce que c'est aligné avec vos valeurs? Les valeurs, c'est des critères très importants pour nous, tels que l'autonomie, la liberté, la confiance, l'aide, des choses vraiment profondes qui nous déterminent, qui déterminent notre personnalité. Et généralement, si on fait un métier qui est corrélé avec nos valeurs, on se sent plutôt bien. Si on fait un métier qui est assez décorrélé de nos valeurs, on peut avoir certains malaises. Avec ces 5 critères, je me suis posé la question, tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Au niveau du challenge, j'adorais, c'était super intéressant. Le feedback direct, j'avais l'application qui me montrait ce que je faisais, donc vraiment je savais ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Par contre, dans l'utilité et dans l'alignement avec mes valeurs, j'étais pas forcément à l'aise, parce que je travaillais pour des banques, des assurances ou des sociétés qui faisaient du crédit, et vis-à-vis de mes valeurs personnelles, des fois j'avais l'impression de faire quelque chose qui n'était pas forcément utile pour les gens et qui n'allait pas forcément les aider. Du coup, je commençais à me dire, tiens, en fait, est-ce que je me réalise vraiment? Peut-être pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais changer, du coup, je vais essayer de faire autre chose. J'ai donc été voir mon manager et je lui ai dit, puisqu'on fait des applications avec des méthodes dites agiles, moi j'aimerais bien me pencher plus sur l'agilité, sur la méthode d'organisation et devenir coach agile, intervenir dans des missions en tant que coach agile. Et c'est comme ça que il y a une mission qui s'est ouverte, j'ai saisi l'opportunité et je suis arrivé dans une mission en tant qu'aide à l'organisation de l'équipe et j'ai commencé à apprendre le métier de coach agile. Donc l'agilité, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est très large, c'est une philosophie, c'est aussi des techniques. L'idée, c'est d'aider un groupe de personnes à s'organiser, à bien communiquer et à mettre en place des rituels, des méthodes dans le temps qui les amènent à réaliser leurs produits et à les réussir. Ce que j'essaie de représenter par ces différents éléments. J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, 5 ans, où j'ai rencontré énormément d'équipes. D'abord des équipes mobiles, puis après des équipes qui faisaient d'autres projets dans l'informatique, puis à la fin j'avais des équipes qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais au début, et je leur apportais les techniques, les méthodes que j'avais apprises, et dont j'étais convaincu. Pour moi, t'appliquer la méthode, ton équipe elle marchait bien. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que y avait des hauts et des bas dans la communication et dans ces équipes, et que des fois, t'as beau appliquer la bonne méthode, ton équipe elle finit par avoir des problèmes de communication, des conflits. Il y a la direction qui décide de faire changer les priorités et toute ton organisation ne marche plus parce que tu n'as pas géré le cas ou que c'est pas pris en compte. Et là, je me suis dit, en fait, tous mes 5 ans là sur la méthode, ça fonctionne pas forcément. Et commencer à me dire, ok, il va peut-être falloir que je revoie un peu ma copie. Je vous ai mis ici une petite question. Quel type d'opportunité suis-je prêt à accepter? On peut croire qu'une opportunité, c'est une question de chance. J'ai une opportunité, je l'ai saisie, c'est de la chance. Moi, je crois qu'une opportunité, c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je recherche quelque chose, je vais pouvoir plus facilement le détecter que si j'attends que ça arrive sans savoir ce que j'attends. Donc, si vous cherchez des opportunités, si vous avez envie qu'il se passe des choses différentes, savoir à quoi vous voulez, savoir comment vous reconnaîtrez les opportunités, ça peut vous aider. Après ces 5 ans, je me suis dit, la méthode, c'est pas le sujet. Il faut que j'aille plus loin, que j'aille chercher autre chose, mais je savais pas quoi. J'en arrive donc à ma deuxième question, qui est, quelle est ta quête? Qu'est-ce que tu recherches en fait dans ton métier? Est-ce que tu recherches d'aider les gens dans la communication? Est-ce que tu veux faire de l'ergonomie? Est-ce que tu veux faire de la rédaction de specs aux petits oignons pour que ça marche? Qu'est-ce que tu cherches? Et mon retour d'expérience ici, c'est que si on cherche à définir sa quête par un métier, par exemple, je veux devenir product owner, je veux rédiger et
répondre aux questions des développeurs pour réaliser une application qui fonctionne, en fait, on n'est pas forcément sur un sujet qui va nous épanouir ou qui va répondre aux 5 critères de la réalisation de soi, parce que c'est trop figé. On veut rentrer dans une case, quelque chose qui peut potentiellement être plus large. Pour ça, je recommande de plutôt se poser une question et transformer la question en « quelle est ta question ? À quelle question tu veux répondre ?» Moi, à ce moment-là, ma question, c'était comment je peux faire pour aider les équipes à travailler le mieux possible et à être épanouies dans leur travail. Et une fois que la question est posée, il y avait plein de manières d'y répondre. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment y répondre. Et la vraie question que je me posais, c'est comment je prends du recul par rapport à tout ce que j'ai fait ces 5 dernières années, et comment je vais voir complètement autre chose, comment je change ma vision du sujet pour avoir d'autres idées. Donc la clé ici, c'est essayer de trouver la meilleure question ouverte, par exemple qui commence par comment, pour définir ce qu'on a envie de faire dans sa vie. Donc je voulais prendre du recul et j'avais envie d'un break. J'avais vraiment envie de sortir de ce que je connaissais, de me paumer dans un truc que je connaissais pas du tout. Et je me souviens d'un collègue qui m'a dit à ce moment-là, dans un mois je pars 3 mois en Asie, je vais faire le Laos, le Vietnam. Et je me suis dit, c'est cool ça pour se paumer. Je dis, je vais faire pareil. Et en fait, je veux partir 6 mois. Je me suis dit, je veux faire un vrai break. J'en avais pas fait depuis mes études. Je veux prendre un vrai temps pour moi. Et je veux faire 6 mois en Asie. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça c'est ce que je veux, c'est bien. Et j'ai vu plein de barrières se mettre devant moi, genre comment tu fais pour le payer, comment tu fais pour garder ton boulot, comment tu fais pour qu'est-ce que tu fais avec ton appart, plein de questions qui me sont venues. Je me suis dit, en fait non, c'est pas possible. La troisième question à laquelle je me suis alors confronté, c'est comment ne pas rester sur ces barrières et essayer d'aller plus loin, de voir comment justement les contourner. La question c'est comment pouvez-vous faire pour hacker vos contraintes, hacker vos barrières de manière très logique et historique. Notre cerveau est fait pour se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les causes d'échec, les problèmes. C'est quand on était un homme préhistorique dans la savane et que tout allait bien. Mais si on entendait un bruit un peu stressant, clac, notre cerveau il était en mode attention, il faut soit fuir, soit attaquer, soit se cacher. Et on a gardé c'est le cerveau reptilien dans notre tête qui continue à faire ça aujourd'hui. On a gardé le réflexe de regarder tout ce qui ne va pas et d'être en alerte sur ce qui ne va pas, au détriment de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contourner. Et donc tant que j'étais bloqué sur qu'est-ce que je fais avec mon appart, je ne vais pas pouvoir le retrouver. J'étais bloqué comme un lapin devant les phares de la voiture, je ne savais pas quoi faire. Et à partir du moment où je me suis dit, ok, comment je fais pour lâcher ces barrières et essayer de passer autour, j'ai commencé à avoir des idées. Pour l'appart, je me suis dit, je vais juste le lâcher et je vais mettre mes meubles en garde-meubles. Pour le boulot, j'ai été voir mon manager et je lui ai posé la question, tiens, je voudrais partir 6 mois, est-ce qu'on peut trouver une date ? Et on a trouvé une date. Pareil avec ma DRH, pareil avec l'argent, je me suis dit, je vais arrêter de payer mon loyer parisien. Du coup, ça veut dire que j'ai de l'argent que j'investis plus, donc je vais pouvoir l'investir ailleurs. Et petit à petit, j'ai trouvé des manières de hacker mes contraintes et je suis parti. Je suis parti 6 mois faire le tour de l'Asie du Sud-Est. Vous pouvez voir en tout petit sur la carte tous les endroits où j'ai dormi en Asie du Sud-Est. 6 mois où j'ai été voir complètement autre chose. Pour le coup, je voulais être paumé, j'ai bien réussi. L'idée ici, c'est pas tant quitter tout, femme, enfant, boulot et partez 6 mois en Asie. L'idée, c'est plus, finalement, si vous restez tous les jours à faire la même chose, vous allez penser le lendemain, vous allez penser toujours de la même manière, ou du moins vous allez avoir du mal à changer vos idées parce que vous faites tous les jours quelque chose qui se ressemble. En allant chercher quelque chose qui est complètement différent, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Ça peut être partir 6 mois en Asie, ça peut être faire une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça peut être aller à un meet-up qui parle d'un sujet sur lequel vous n'y connaissez pas grand-chose ou vous êtes intéressé, ça peut être jouer d'un instrument de musique que vous n'avez pas fait depuis super longtemps. Il y a plein de possibilités pour aller voir ailleurs, pas forcément prendre un sac à dos et partir à l'autre bout du monde. Néanmoins, moi, ça m'a vraiment permis de voir quelques éléments différents. Et je vais vous juste citer 4 points qui m'ont vraiment marqué sur ces 6 mois. Le premier, c'est que en partant, je me disais, 6 mois, il va falloir que j'ai
un sac énorme pour prendre ça, ce truc-là, si j'ai besoin d'un écouteur, machin. Et j'ai passé 3 mois, je crois, à faire mon sac, mais je voulais qu'il soit léger en même temps. Donc j'ai pris un sac de 60 litres, je me suis dit qu'est-ce qui peut rentrer, de quoi j'ai vraiment besoin. Et je me suis dit, bon, bah, au pire, s'il me manque quelque chose, c'est que 6 mois, ça va le faire. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en 6 mois, en fait, il n'y a rien qui m'a manqué. J'avais exactement ce dont j'avais besoin, et quand il me manquait quelque chose, bah, j'achetais un t-shirt, je me débrouillais vraiment avec le peu d'affaires que j'avais. Et je me suis rendu compte que le fait que je n'ai pas de domicile fixe et que j'ai un tout petit sac, bah, je pouvais voyager de manière complètement libre. Je pouvais décider au milieu du Vietnam de dire ah bah tiens je vais retourner en Thaïlande pour faire cette région-là. J'ai pas d'appart, j'ai pas d'attache. Je suis vraiment libre de faire ce que je veux parce que j'ai aucune attache. Et ça c'est vraiment une idée qui m'a marqué. C'est que au moins j'ai d'affaires, bah, au plus je peux faire ce que je veux et au moins je passe du temps à m'occuper de ces affaires. C'est un truc qui m'a vraiment marqué. Aujourd'hui je suis dans une phase de décroissance, c'est-à-dire que j'essaye d'éviter d'acheter ou d'avoir dans mon appartement le maximum d'objets, essayer d'être avec juste l'essentiel pour m'occuper des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Le deuxième point, c'est l'adaptation. J'ai décidé de commencer les 6 mois par une semaine d'une expérience un peu spéciale. Je fais de la méditation par ailleurs et j'ai décidé plutôt que de faire de la méditation avec une appli, un truc moderne, bah, je vais aller voir comment ça se passe en vrai dans un monastère bouddhiste. Et donc j'ai décidé de faire une semaine dans un monastère au rythme des moines, dans un monastère anglophone au sud-est de la Thaïlande. Et donc je suis arrivé là-bas, j'avais lu un peu l'organisation, enfin comment ça se passait une journée, mais je m'attendais pas vraiment, je savais pas vraiment comment ça allait se passer. Et il y a 2 trucs qui m'ont vraiment marqué pendant cette semaine. Le premier, c'est à gauche, vous voyez, il y a un petit bol. En fait, c'est un bol comme ça qu'on avait. C'est dans ce bol qu'on mangeait une fois par jour et juste une fois par jour. C'est-à-dire que les moines bouddhistes de ce monastère ne mangeaient qu'une seule fois par jour à 9h30 du matin et ils ne mangeaient pas jusqu'au lendemain de la journée. On peut se dire, ouais, ok, ça marche, c'est une habitude. La deuxième contrainte qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient le droit qu'un bol. C'est-à-dire que tu devais choisir exactement ce que tu allais manger, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que si tu n'as pas pris assez, tu ne peux pas aller te resservir. Et si tu as pris trop, tu ne peux pas gaspiller. Donc tu es obligé de manger trop. Donc c'est vraiment une question de ah ouais, il faut que je choisisse exactement ce que je suis capable de manger, ce dont j'ai besoin. Moi, je vous cache pas que les premiers jours j'ai mangé trop et j'étais pas bien. Et petit à petit j'ai un peu réduit la dose. Et finalement ça marche. On peut ne manger qu'un seul bol par jour et c'est pas si difficile. Le deuxième point, c'est que c'est la petite lune à droite, c'est que la journée commence à 3h30 du matin dans ce monastère. Il sonne le gong. À 4h, on commence une cérémonie d'une demi-heure. Après, on a 1 heure de méditation. Donc, il est 4h30 du matin. Tu es bien en forme pour être bien concentré sur ta méditation. Et après cette heure de méditation, on balayait les chemins de la forêt dans laquelle était le monastère pour enlever les feuilles mortes qui étaient tombées dans la nuit. Et tout le monde fait ça. Le but du jeu, c'est de ne pas oublier que ce qui arrive aujourd'hui, tu vas devoir le refaire demain et que c'est ok, c'est comme ça que la répétition te permet de te concentrer, d'être vraiment dans un exercice de méditation. On se couchait à 20h, après encore 1 heure de méditation le soir même, et donc les nuits étaient raccourcies jusqu'à 3h30 du matin, sur une sorte de tapis comme ça. Je ne savais pas ça, c'est qu'il n'y avait pas de lit. Tu prenais une paillasse, tu la mettais dans une salle commune et tu dormais à même le sol. Moi j'étais habitué, j'imagine comme vous, à avoir un matelas confortable, un appartement, enfin un espace pour dormir adapté. J'ai pris cher sur ce côté-là. À la fin de la semaine, chose étonnante, j'ai survécu. J'étais crevé, je dois l'avouer, mais par contre, je me suis rendu compte que, en fait, on peut s'adapter à des contraintes qui peuvent sembler complètement impossibles à surmonter normalement. Et ça m'a marqué. Non pas que j'ai arrêté d'avoir un lit et que je dors sur un tapis, mais que, en fait, si j'ai envie de faire quelque chose, je pourrais m'adapter même si c'est compliqué. La troisième chose qui m'a marqué, c'est aux Philippines, j'ai rencontré sur un marché une Russe qui voyageait, on commence à discuter, et elle me raconte qu'elle a besoin de $20 pour avoir un bateau qui l'emmène à l'île suivante de son trajet, et que là, pour l'instant, elle n'a pas d'argent, mais elle va vendre des coquillages et des bracelets pour essayer de l'avoir. Et je lui dis, ah ouais, tu n'as pas d'argent, tu voyages sans argent. Et là, elle me fait, bah ouais, je suis parti de Russie il y a 4 ans avec $300. Et depuis, dès que j'ai plus d'argent, je m'arrête, je fais un petit travail
et je repars, et ça fait 4 ans que je voyage en Asie. Et puis là, interurgence, je me suis dit, oh, purée, j'ai mis 1000 euros de côté pour chaque mois, et elle se balade avec 30 dollars en poche, et elle a voyagé 4 ans. Et je me suis dit, pour moi, j'avais la croyance que si t'as pas d'argent, tu peux pas faire grand chose dans la vie. Et quand elle m'a dit, j'ai pas d'argent, mais c'est pas un problème, je vais juste travailler, je vais trouver des solutions pour aller à ma prochaine île, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas dans le vrai, t'as besoin d'argent pour faire des choses, et il y a vraiment moyen de faire plus minimaliste, plus simple, et moins sans argent. Donc ça m'a marqué. La 4e chose qui m'a marqué, c'est la gestion du temps. Quand je suis parti, j'aidais des équipes à organiser leur temps, j'étais tout le temps en train de courir, j'avais un agenda super chargé. Je voulais prendre une pause et me dire, je voulais avoir le temps. Et en fait, bizarrement, quand j'étais dans mon voyage, j'avais le même problème. C'est que j'avais un visa d'1 mois pour chaque pays, donc il fallait que je sélectionne les villes, que je passe tant de temps dans telle ville, et que finalement, je devais vraiment choisir comment j'investissais mon temps. Et il n'y a que moi qui pouvais le faire à ce moment-là. Je ne pouvais pas dire, c'est la faute à mon client, c'est la faute à l'équipe, c'était ma faute en fait. C'est moi qui choisissais comment j'investissais mon temps. Et en fait, ça paraît tout con, mais moi je me rendais pas compte que c'était moi qui devais choisir là où je mettais mon temps, et que si j'attendais que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, il n'y avait rien qui allait changer. Donc c'est 4 grandes idées qui m'ont un peu bousculé dans ce voyage, et bien sûr qui sont toujours présentes avec moi. Et vous vous doutez bien que quand je suis rentré, ma vie était vraiment différente. J'ai appliqué ces 4 idées de manière assidue. D'ailleurs, j'ai changé d'équipe. En rentrant, je suis passé d'une équipe agile à une équipe qui faisait de l'accompagnement, mais plus humain, sans rester dans la méthode de travail, mais plus dans la communication. Donc vraiment, j'avais des super clés, un super boulot, ça allait être génial. La réalité, c'est que pas du tout. Quand je suis rentré, j'ai fait une grosse chute de mon petit nuage. Je me suis rendu compte que en fait, le boulot que j'imaginais qu'on allait faire, c'était pas exactement ce qu'on faisait, parce que les clients n'avaient pas envie de faire ce que moi j'avais envie de faire. Ils n'avaient pas envie de faire du coaching, ils n'avaient pas envie de parler de développement personnel. Ils préféraient avoir des outils que parler de communication. Et c'était pas ce que je voulais faire. Je me sentais pas utile dans ce que je faisais. Et ça a mis 9 mois où tous les 3 jours je me disais, putain, je crois que je vais démissionner, mais je sais pas où est-ce que je vais aller, quoi. J'étais vraiment pas dans le nuage que j'avais imaginé dans mon voyage. Et donc la question, c'est quelle est ma quête en fait, qu'est-ce que je voulais à ce moment-là. Et j'ai pas su y répondre parce que j'avais besoin de quelque chose de plus large que juste quelle est la question à laquelle je veux répondre maintenant. Du coup, j'en arrive à la 4e question qui m'a touché à ce moment-là. Les bouddhistes croient en la réincarnation, c'est-à-dire que il n'y a pas une vie après la mort et c'est fini, donc autant faire ce qu'on peut dans la vie ou se faire plaisir, c'est pas grave. Eux, ils croient qu'il y a une infinité de vies et que ce que tu fais dans une vie détermine ce que tu pourras faire dans la vie suivante, etc. De vie en vie, on améliore sa condition, son évolution, et que ce qu'il faut faire dans une vie, c'est le meilleur pour soi, mais surtout pour les autres. Donc en gros, c'est la question de l'impact. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette vie qui ait du sens pour toi et pour les autres, qui m'a touché à ce moment-là. Je me suis dit, je me réalise, c'est pas aligné avec mes valeurs ce qu'on fait, j'ai pas l'impression d'être autant utile que je voudrais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, c'est quoi ma grande question, la grande quête que je poursuis aujourd'hui? Et ça encore, c'est une question super chiante parce que c'est super dur de répondre à une question comme ça. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Il y a un outil qui peut être utile pour ça, qui s'appelle l'ikigai. C'est en fait 4 critères qui, quand on les combine les uns aux autres, permettent de trouver une activité ou quelque chose qui nous développe vraiment pleinement. Ces 4 critères, c'est qu'est-ce qui me plaît, en premier lieu. Ensuite, dans lequel je suis bon, un truc qui me plaît, dans lequel je suis performant. 3e critère, qui est utile aux autres, qui sert aux autres, à la société, à une partie de la population. Et enfin, pour lequel je peux être payé, parce que autant les moines bouddhistes reçoivent toute leur nourriture gratuitement par des dons et n'ont pas d'argent. Pendant une semaine, j'avais pas d'argent, j'avais pas de portefeuille, vraiment j'étais dans un monde gratuit. Nous, on n'est pas dans ce monde-là et on a besoin de payer le loyer, on a besoin d'acheter de la nourriture. Et du coup, il faut arriver à
à faire se concilier ces quatre cercles. C'est pas simple, ça prend du temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, une fois qu'on l'a identifié, comment on fait pour y avancer. Moi, là où je suis arrivé, c'est que j'aimais bien répondre à des questions, aider des gens, transmettre des éléments sur le développement personnel, sur la communication, sur la psychologie. J'avais commencé un blog entre-temps sur ces sujets-là, dont je reparlerai à la fin. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose autour de la transmission et de l'aide à la personne. Et donc ma question, c'était comment je peux transmettre ce que je peux transmettre autour de moi pour aider les gens à avancer dans leur vie. Une question hyper large et surtout qui a fait se lever à nouveau plein de barrières où je me suis dit comment je fais parce que je suis coach agile, j'ai des notions en communication mais je sais pas comment faire pour aller faire ce truc aussi grand et comment je fais avec mon boulot, je dois d'ailleurs trouver une mission pour la semaine prochaine, enfin je savais pas comment faire ça. Donc je me suis retrouvé confronté à nouveau à des barrières et j'ai essayé de les contourner. La façon de contourner que j'ai trouvée, moi, et qu'il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais c'est une façon qui peut aider un grand nombre de personnes, c'est se former. En fait, je me suis retrouvé comme au début, j'ai été rejoindre mon gamin avec son cartable et je me suis dit, ok, quand j'étais petit, je croyais qu'il fallait travailler pour créer son bon boulot. Maintenant, je crois que, en fait, on travaille, on apprend en continu pour améliorer ce qu'on a envie de faire. Et l'idée ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre des domaines qui nous intéressent. Si dans le slide précédent, on se dit, moi ce qui me plaît c'est la musique, mais par contre je suis pas performant, je suis pas bon dans la musique, j'aime juste, c'est une passion, et je sais pas comment gagner de l'argent avec ça, comment je fais pour devenir performant en musique, comment je me forme à apprendre la musique, et comment on peut faire pour gagner de l'argent avec une activité musicale. Ça c'est de l'apprentissage, il faut aller chercher l'information là où elle est. Donc ça peut être acheter une formation qui parle du sujet, mais ça peut être aussi écouter des podcasts, lire des livres, rencontrer des gens qui l'ont fait, en discuter autour de soi. Il y a plein de manières d'apprendre. L'idée c'est de trouver celle qui correspond à notre temps, nos moyens et notre envie. Donc pour le coup j'ai pris le sujet très à cœur. Moi j'ai fait 40 jours de formation en 2 ans. J'ai écouté des centaines d'heures de podcasts, j'ai écrit énormément d'articles. Je me suis vraiment plongé dedans à fond parce que j'avais vraiment envie de changer rapidement cet état de fait. J'en arrive à la 5e question qui est potentiellement la plus importante. Une fois qu'on a défini, une fois que moi j'avais défini ce que je voulais faire, c'est quel est ton premier pas ? Quel est mon premier pas ? Pendant un moment, j'ai cru que c'était à mon équipe, à mon manager, de m'amener des missions qui correspondaient à mon ikigai, à ce que je voulais faire en fait. J'ai envie de faire ça, ça et ça, ramène-moi du boulot, fais venir ce que moi j'ai envie. Ça n'a pas marché, d'où les 9 mois de bad. Et là j'ai compris une chose, donc il faut que ça vienne de moi. Donc je me suis formé, mais j'ai également décidé exactement quelle formation je devais faire pour arriver là où je voulais aller. Donc j'ai pris une formation de coaching professionnel et j'ai pas arrêté de me former depuis ce moment-là. Il y a 2 aspects dans ce premier pas. Le premier, c'est que c'est pas le tout premier pas qui va résoudre tout le problème. Le premier pas, d'ailleurs, il va quasiment rien résoudre. Il y a quasiment rien qui va changer. Par contre, c'est le fait de répéter ces pas dans le temps qui vont, par effet cumulé, donner d'énormes résultats à la fin. Par exemple, si vous voulez gagner de l'argent avec la musique, mais que vous ne savez pas du tout comment faire de l'argent avec une activité, si vous commencez à lire un livre sur l'entrepreneuriat par semaine, au bout d'1 an, vous aurez une expertise sur le sujet de l'entrepreneuriat qui vous permettra de poser les briques d'un futur business et commencer à passer à l'action dans votre passion, ce qui vous semblait impossible 1 an auparavant. C'est le fait de le faire tous les jours, régulièrement, qui à la fin donne de grands effets. Ça s'appelle l'effet cumulé. Il y a un excellent bouquin là-dessus qui s'appelle The Compound Effect, ou effet cumulé en français. Le deuxième point, j'en ai parlé, c'est qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et moi, ça a été mon erreur. Pendant un moment, j'ai attendu que ce soit ma boîte, mes collègues, mon manager, qui m'aident à avancer dans cette direction. Sauf que ça marchait pas comme ça en fait. Je me suis rendu compte que si je voulais que quelque chose arrive, il fallait que ce soit moi qui fasse ce premier pas. Et il fallait que je sois patient parce qu'en effet, ça allait pas se faire tout seul du jour au lendemain. Par contre, ça m'a permis aujourd'hui de quitter mon boulot, de créer l'activité que je veux faire, de vivre en minimaliste. Donc j'ai réussi à prendre pas besoin d'argent et pas besoin d'affaires et du coup à baisser mon niveau de vie. Et aujourd'hui,
Ça fait 6 mois que je suis en train de créer une plateforme de formation pour transmettre les outils de coaching pour faire bouger les gens autour de vous dans votre entreprise. Il n'y a pas un jour où je me suis ennuyé, il n'y a pas un jour où je me suis dit je veux démissionner de mon activité que j'ai créée. Je suis vraiment dans mon ikigai, là où je voulais être. Je travaille comme un taré, mais c'est vraiment un grand kiff d'avoir traversé ces différentes étapes. En guise de conclusion, j'ai envie de vous demander, et vous? Est-ce que vous vous réalisez dans ce que vous faites aujourd'hui? Comment vous vous positionnez par rapport aux 5 critères que j'ai fait émerger? Quelle est votre quête? Quelle est votre question en fait? Qu'est-ce que vous essayez de faire dans votre vie? Quel est l'impact que vous voulez créer? Et encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme, on n'a pas besoin de sauver le monde, il y a des gens qui le font très bien pour nous. Par contre, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire dans cette existence? Quel sens on donne à notre vie? Je sais que c'est encore une question très large, et du coup, l'ikigai, les 4 critères peuvent permettre de commencer à chercher une réponse. Comment hacker vos obstacles? Toutes les barrières, tous les je peux pas parce que j'ai un emprunt, je peux pas parce que j'ai telle activité, tous les je peux pas parce que, comment vous pouvez faire pour les contourner et arrêter de les regarder? Si vous regardez la barrière, vous restez bloqué devant la barrière. Si vous regardez et vous essayez de regarder les chemins qui peuvent la contourner, potentiellement il peut y avoir des solutions qui émergent. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre et bon premier pas.